Le monde que tu vois n'est pas le vrai. Tout ce que je vois maintenant n'est qu'une réalité virtuelle. C'est comme si tu étais né avec un casque sur la tête, jouant à un jeu vidéo. C'est ça, ta réalité. Mais si tu es le programmeur du jeu, tu sais qu'il existe un monde en dehors. Et en tant que programmeur, tu peux accomplir des miracles. Et pense qu'on se rapproche de changer le code? C'est sur quoi je travaille en ce moment. Et nous ouvrons la porte à de nouvelles technologies bien plus puissantes que tout ce que nous avons connu, comme le voyage dans le temps. Selon la théorie de Darwin, nos systèmes sensoriels comme les yeux, les oreilles, l'odorat et le toucher ne sont pas faits pour nous montrer la vérité. Ils ont été conçus pour te garder en vie assez longtemps pour que tu puisses te reproduire. Voir la vérité demande trop de temps et d'énergie. Donc, quelle que soit la réalité, elle est très différente de ce que je perçois. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour la façon dont on devrait comprendre sa vie? Si tu es coincé dans un monde ennuyeux, c'est un monde que tu as créé. Mes expériences sont ce que mon cerveau crée. Nous nous sentons inadéquats et pensons devoir rivaliser avec les autres, mais tu es l'inventeur de tout cela. Tu n'as rien à prouver. Il existe des perspectives que nous pouvons adopter sur nous-mêmes. Si tu savais qui tu es, tu ne verrais pas de raison de te comparer ou de rivaliser. Et existe-t-il un moyen pour moi de comprendre qui je suis? Si tu veux comprendre la vérité sur qui tu es, au-delà de cette simple description de toi-même comme un casque, alors tu dois Selon vous, quelle est la grande idée fausse concernant la façon dont nous percevons la réalité? Eh bien, la plupart d'entre nous considèrent la réalité comme tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'espace et du temps. En réalité, nous savons que l'espace-temps ne peut pas être la nature fondamentale de la réalité. Et qu'est-ce que l'espace-temps? Donc, tout ce que tu vois autour de nous, n'est-ce pas? L'espace entre toi et moi, il y a peut-être 1 ou 2 mètres d'espace entre nous. C'est ça, l'espace-temps. Tout ce que nous pouvons voir avec notre télescope, disons-le comme ça. Si tu peux le voir dans ton télescope, c'est que ça fait partie de l'espace-temps. Mais nous savons, grâce à nos meilleures théories, la théorie d'Einstein combinée à la théorie quantique, que l'espace-temps ne peut pas être la nature fondamentale de la réalité. Si tu vas dans le tout petit, je peux parler d'1 mètre. Oui. Et ensuite, je peux passer, tu sais, au centimètre, puis, tu sais, au millimètre. Et puis, on peut aller, tu sais, au micromètre, et tu peux aller de plus en plus petit. À un certain point, tu deviens tellement petit que l'espace disparaît. Cela n'a même plus de sens, même mathématiquement. 10 puissance moins 33 centimètres. Donc en fait, à mon avis, ce n'est pas si petit que ça. Ce n'est pas 10 puissance moins 33 000 milliards de centimètres. C'est juste 10 puissance moins 33 centimètres. Et tout à coup, nos équations nous disent que l'espace-temps n'a plus de signification effective. Il n'y a plus de signification opérationnelle. L'espace-temps est un substitut du mot réalité. Eh bien, pour la plupart des gens, je pense que oui. Pour la plupart des gens, ils pensent que l'espace-temps, c'est la réalité. Et ce que je dis, c'est que c'est la réalité que la plupart d'entre nous ont supposé être la réalité ultime. Et la science nous dit aujourd'hui que ce n'est pas possible. En fait, elle nous dit précisément qu'à 10 puissance moins 33 centimètres, 10 puissance moins 43 secondes, la notion même d'espace-temps n'a plus aucun sens. Est-ce que cela revient à dire que la réalité telle que je l'aperçois n'a plus de sens? Je suggère en tant que scientifique cognitif, pas physicien, que nous devrions voir l'espace-temps comme un casque de réalité virtuelle. C'est ainsi que nous percevons la vie. Et quand tu dis espace-temps, tu parles de ce que je perçois avec mes sens maintenant. C'est ça. Même cette table dure n'est qu'une réalité virtuelle. Un objet. Et tout l'environnement dans lequel nous nous trouvons ici, en ce moment, n'est qu'une réalité virtuelle, et il existe une réalité entièrement en dehors de ce casque que la science peut explorer. Et nous découvrons des choses que l'on pourrait appeler des obélisques, des objets géométriques en dehors de l'espace-temps. Tout cela est tout à fait nouveau depuis, disons, 2010 ou quelque chose comme ça, à peu près. Donc tu crois à cela? Tu crois que tout ce que je ressens et vois maintenant est en gros équivalent pour moi à porter un casque de réalité virtuelle et qu'il y a quelque chose au-delà du casque de réalité virtuelle? Complètement, parce que je crois en la science. Et les prédictions de nos théories sur l'espace-temps sont excellentes. Maintenant, je dois toujours faire attention à ce que je dis par rapport à... Et je ne veux pas mettre des mots dans la bouche des physiciens. Donc, quand je dis que je pense que c'est une réalité virtuelle, c'est Hoffman, ce n'est pas la physique, d'accord? Tu peux remplacer le mot espace-temps par réalité ou c'est inexact? Je pense que, quelle que soit peut-être la réalité, l'espace-temps n'en est qu'un aspect trivial.
Il y a bien plus dans la réalité que l'espace-temps. L'espace-temps, c'est toute la réalité. C'est comme un joueur dans Grand Theft Auto. Si tout ce que tu as fait, c'est jouer à Grand Theft Auto et que tu es né avec un casque sur la tête, alors c'est ça ta réalité. Mais si tu es le programmeur qui a écrit le code et que tu connais le superordinateur qui fait tourner Grand Theft Auto, tu sais que c'est un univers autonome sympa, mais il existe un monde en dehors qui n'a rien à voir avec Grand Theft Auto. C'est un superordinateur avec des diodes, des résistances et des tensions commutées. Et quand un gars tourne son volant pour conduire la voiture, ce qui se passe réellement quand il tourne le volant, c'est que des millions de tensions sont commutées dans un ordre précis dans un ordinateur. Et il faut que ce soit exactement cette séquence précise pour que tout fonctionne correctement. Et le gars qui tourne le volant n'a aucune idée de ce qui se passe. Il existe un autre domaine totalement en dehors de ton imagination dans Grand Theft Auto. Donc, si tu es dans Grand Theft Auto, tu ne sais peut-être même pas ce que sont les ordinateurs et les commutations de tension. Tout ce que tu sais, c'est que tu as un volant, une pédale d'accélérateur, des rues, des gens à défier en course, des choses à voler, etc. Mais tu ne te rends pas compte qu'il y a un marionnettiste qui te contrôle. Dans les coulisses. Et donc, je pense que l'espace-temps n'est qu'un casque de réalité virtuelle très efficace. Grand Theft Auto est un jeu vidéo dans lequel on se promène dans un monde virtuel. C'est ça. Tu conduis de belles voitures de luxe dans ce monde, c'est ça. Donc, Tout ce que je vois en ce moment est une projection que j'ai créée sur le monde, mon monde, afin de m'aider à survivre. Et mon cerveau ne me montre pas les choses qu'il ne pense pas nécessaires. À voir parce qu'elles ne favoriseraient pas la survie, car d'un point de vue cognitif, en termes de quantité de carburant et d'énergie qu'il faudrait pour les traiter et y réfléchir, elles sont cognitivement sans conséquence, ou bien il serait inefficace pour moi de dépenser ma puissance cognitive à voir ces choses-là. c'est exactement ça. Et pour beaucoup de gens, je pense que c'est contre-intuitif parce qu'ils diraient, écoute, l'évolution consiste à te rendre apte afin que tu puisses vivre et survivre assez longtemps pour te reproduire avec succès. Et sûrement, l'évolution devrait faire cela en te permettant de voir la vérité. Je veux dire, si tu vois la vérité, alors tu vas mieux réussir dans le jeu de la vie que si tu ne la vois pas, par exemple. Alors, pourquoi tu parles de cette histoire de casque? Ce n'est pas un casque. En fait, c'est la vérité. Darwin n'ont pas été façonnés dans le but de nous montrer la vérité objective. Au contraire, ils ont été façonnés spécifiquement pour te permettre de survivre suffisamment longtemps afin de te reproduire avec succès, point final. C'est tout ce que dit réellement la théorie de Darwin. La plupart d'entre nous pensent que ce processus évolutif fait en sorte que nos sens nous disent la vérité sur la réalité extérieure. J'ai publié quelques articles scientifiques avec des collègues dans lesquels nous démontrons, de manière mathématique et rigoureuse, que la théorie de Darwin n'implique absolument pas cela du tout. En réalité, la théorie de Darwin affirme que la probabilité qu'un système sensoriel, tel que la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher ou le goût, ait jamais été façonné pour percevoir, de façon fidèle et précise, un quelconque aspect de la réalité objective, est en fait nulle. Donc, la probabilité que tu perçoives un quelconque aspect de la vérité, point final, selon la théorie de Darwin, est nulle. Ce que tu expérimentes, c'est des systèmes sensoriels qui guident un comportement adaptatif. Guider un comportement adaptatif signifie qu'ils te permettent d'agir. Donc tes yeux, ton nez. Tes yeux, ton nez. Oui, tes yeux, ton nez. Ils te guident pour que tu agisses de façon à ne pas mourir trop vite. D'accord. Et que tu puisses avoir des enfants qui ne meurent pas trop vite non plus. C'est tout ce dont il s'agit. J'étais juste en train d'imaginer le scénario où tu m'enlèves mes yeux, mes oreilles, mon nez et ma capacité à percevoir, tu sais, la température et ce genre de choses, tous mes sens. Je me suis dit, si j'étais la seule personne sur Terre et que tu m'enlevais tous mes sens, quelle serait la réalité? Parce que si tu me retires mes sens, la réalité n'existe plus, du moins en ce qui me concerne. Mais cela ne veut pas dire que rien n'existe. Et je me demande ce que serait ce rien. Par exemple, si tu imagines simplement effacer tout le monde sur Terre et qu'il ne reste que toi et qu'on t'enlève tous tes sens, qu'est-ce qui se trouve dans cet espace? Parce que tu as raison, mes sens, mes yeux, mes oreilles, ma capacité à ressentir la température sont le produit et la conséquence de ma survie. Donc, je réfléchissais à tout ça et je me disais, eh bien, si on pense aux fantômes et à l'au-delà, il n'y avait peut-être aucune raison, d'un point de vue de survie, que j'ai même besoin de voir ou de percevoir cela. Peut-être que ça n'aidait tout simplement pas, peut-être qu'en fait ça m'aurait même nui. D'avoir, Parce que cela aurait été trop exigeant cognitivement de traiter toutes ces informations.
Ainsi, une personne capable de traiter toutes ces informations n'aurait pas pu se reproduire et n'aurait donc pas survécu ni existé aujourd'hui. Donc peut-être que ceux d'entre nous qui sont ici étaient simplement très doués pour ignorer les autres dimensions. C'est ce que disent nos mathématiques. Je pense que tes intuitions à ce sujet sont tout à fait justes, que si tu prêtes attention à autre chose que ce qui te permet d'avoir des enfants, tu perds ton temps d'un point de vue évolutif. La perception est coûteuse. Elle consomme beaucoup de calories. Il faut manger beaucoup pour faire fonctionner ton cerveau et alimenter tes yeux et tes oreilles. Donc tu dois prendre des raccourcis. Tu dois faire en sorte que tes systèmes sensoriels ne consomment pas autant de ton énergie. Plus tes systèmes perceptifs sont coûteux, plus tu dois manger pour les alimenter. Donc tu dois sortir chercher de la nourriture et t'exposer à des dangers. Il y a donc un compromis à faire. Nous essayons de faire les choses à moindre coût dans l'évolution. Et si vous avez une astuce simple qui vous permet de faire la même chose sans avoir besoin d'une compréhension profonde, alors vous pouvez obtenir le même avantage. Vous pouvez obtenir le bénéfice sans fournir tout cet effort. Nous ne sommes pas l'apogée. Et ce que nous pensons être l'appréciation humaine de la profonde vérité de la réalité n'est en fait que notre petit casque de réalité. Ce que nous expérimentons et connaissons est dérisoire comparé à ce qu'est réellement la réalité, absolument dérisoire. Nous connaissons 0% de la réalité. Et d'ailleurs, nos théories scientifiques expliqueront toujours et à jamais absolument 0% de la réalité. En réalité, parce que elles doivent faire des suppositions. Dans chaque théorie scientifique, il faut supposer. Donc, en principe, nous aurons une séquence infinie de théories. Avec des suppositions toujours plus profondes, nous n'atteindrons jamais le fond. Puisqu'il s'agit d'une séquence infinie, tout ce que nous avons représente 0%. Je suis scientifique et pour la science, j'encourage les jeunes hommes et femmes à se lancer dans la science. Je pense que c'est une excellente chose à faire. Sachez simplement que toutes nos théories comprendront 0% de la réalité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Tu es Dieu? Cela signifie que quoi que tu sois, tu transcendes toute description. Et c'est ce que beaucoup de gens disent que Dieu est. Supposons que je te donne quelque chose que tu n'as jamais goûté auparavant, comme une feuille de menthe. Et en fait, je ne sais pas quel goût la menthe a pour toi. Je suppose que c'est comme le goût de la menthe pour moi, mais je n'en sais rien. C'est ce qu'on appelle apprendre par définition ostensive. Et donc, nous avons ce jeu où tes expériences sont tes expériences. Et en réalité, tu n'avais vraiment besoin de personne d'autre, pour toi-même, pour ces expériences. Tout ce dont tu avais besoin de moi ou de tes parents, c'était de te donner un nom pour ce que tu savais déjà. Et tu crées ce monde, et tout ce que nous faisons, c'est apprendre comment en parler avec moi, à propos de ce que tu as créé. Et je ne sais pas si ton monde ressemble en quoi que ce soit à mon expérience. C'est tout à fait possible. Et penses-tu qu'il y a des façons dont nous nous causons de l'angoisse, de la douleur et des problèmes de santé mentale à cause de la façon dont nous percevons la réalité, qu'il serait possible peut-être d'abandonner ou de reprogrammer en nous-mêmes pour vivre une vie plus épanouissante, plus reconnaissante? Complètement. Je pense que c'est très, très important. Et c'est une conséquence naturelle de ce dont nous venons de parler. Presque tous, nous nous considérons comme un objet dans l'espace-temps, présent ici pour une courte période, et nous mourrons bientôt. Quand je dis que vous transcendez toute théorie scientifique, cela signifie que la théorie selon laquelle je ne suis qu'un objet de 72 kilos dans l'espace-temps n'est qu'une théorie et non la vérité. Ce n'est pas la vérité sur qui je suis. Ce n'est qu'une théorie que j'ai, parce que l'espace-temps lui-même n'est qu'une théorie. Rien à l'intérieur de l'espace-temps n'est autre que mon interprétation, à travers un casque, d'une réalité qui transcende à l'infini tout ce que je peux expérimenter. Il existe une autre façon d'appréhender cela qui transcende la science, et c'est ce dont parlent de nombreuses traditions méditatives. Elles reconnaissent que vous êtes infiniment au-delà de toute description scientifique ou autre. Alors, que faites-vous dans ce cas pour savoir qui vous êtes? Vous abandonnez toutes les descriptions. Vous vous asseyez dans un silence absolu et vous ignorez toute pensée, car vous reconnaissez que les pensées sont utiles dans ce casque. Et pour jouer le jeu de la vie, oui, nous avons besoin de pensées pour faire notre science. Si vous voulez comprendre qui je suis,
Encore une fois, je fais de la psychologie, je fais tout cela, je fais de la science. Donc je ne dénigre pas la science. Je suis un scientifique. Mais à un certain moment, si vous voulez comprendre la vérité de qui vous êtes, au-delà de cette simple description de vous par le casque, alors vous devez absolument mettre de côté tous les concepts, point final, et simplement apprendre à vous connaître en étant vraiment vous-même, sans exception, pas en plaçant un concept ou une idée quelconque entre vous et vous-même. Une histoire, Une histoire. une identité. C'est ça. Aucune histoire, aucune identité, rien entre vous et vous-même. Vous vous connaissez en restant dans un silence total et en étant vous-même, sans concept. Parce qu'alors, vous avez lâché toutes les théories et maintenant c'est la réalité qui fait face à la réalité. Aucune barrière entre les deux. Et cela exige que vous réalisiez que votre identité, les étiquettes que vous vous êtes données comme PDG, responsable réseaux sociaux, manager, directeur ou chef de département, tout cela n'est en fait que des étiquettes que vous vous êtes attribuées. C'est ça. Ce ne sont que des étiquettes que vous vous êtes données. Et si nous comprenions vraiment, en toute conscience, que tout cela que je vois en ce moment, je l'invente au fur et à mesure, par exemple. Cette tasse que je vois, en réalité, elle n'existe que lorsque je la crée. Cette table existe quand je la crée, comme en réalité virtuelle. Dans Grand Theft Auto, je regarde ici et je vois une Mustang rouge. Je détourne le regard, je ne vois plus la Mustang rouge. Et maintenant, il n'y a plus de Mustang rouge. Elle n'existait que quand je la regardais, car c'est un jeu en réalité virtuelle. Je n'en ai besoin que quand je la rends visible, je la rends visible quand j'en ai besoin. Maintenant, je rends une tasse visible. La tasse que j'ai rendue visible n'est plus là. Tu pourrais rendre la tienne visible et dire que je me trompe, qu'elle est là. Non, tu rends ta tasse visible, pas la mienne. Moi, j'ai rendu la mienne visible. Pareil avec GTA. Tu pourrais dire, je vois la Mustang rouge, même si tu ne regardes pas, Don. Eh bien, c'est parce que dans ton casque, tu regardes et rends la Mustang rouge visible, mais pas moi. Et il n'y a pas de Mustang rouge. Si tu regardes dans le superordinateur, il n'y a pas de Mustang rouge. Le superordinateur qui fait tourner le jeu n'a pas de Mustang rouge. Nous sommes en compétition, nous nous sentons inadéquats, pensons devoir rivaliser avec les autres, être meilleurs qu'eux et avons des égos. Toutes ces choses égoïques que nous faisons causent des problèmes dans le monde parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es en train de créer tout ça. Tu n'es pas un simple petit joueur. Tu es l'inventeur de tout cela. Tu n'as rien à prouver et tu n'as pas besoin d'être meilleur que qui que ce soit. Ils sont aussi des créateurs de génie. Ils créent également des univers entiers, vastes et fascinants qu'ils perçoivent. Et selon ma propre vision, toi et moi sommes en réalité une seule et même réalité qui se regarde à travers deux casques différents, deux avatars différents et qui tient une conversation. Et peut-être que c'est ce qui est nécessaire pour que cette intelligence infinie puisse en quelque sorte se connaître elle-même. Si tu transcendes toute description, comment peux-tu te connaître toi-même? Peut-être que ce que tu fais, c'est de te dire, bon, laisse-moi essayer ce casque. Laisse-moi prendre ça au sérieux pendant un moment. Peut-être même me laisser me perdre. Laisse-moi croire que je ne suis qu'un Don Hoffman dans cet espace-temps. Laisse-moi le croire pendant des décennies, puis lentement, en quelque sorte, me réveiller. J'aurais vu qui je suis d'un autre point de vue. J'enlèverai le casque. Nous appelons cela la mort. Je vais simplement enlever le casque, puis j'essaierai autre chose. Il y a un nombre infini de casques à essayer. Donc, de ce point de vue, chaque personne à qui vous parlez est transcendante. Tout animal, par exemple, chaque être vivant, n'est qu'un avatar de ce transcendant. Une réalité incroyablement indicible qui transcende la science à tel point que la science n'en saisira que 0%. Et encore une fois, je dis toujours que je ne dénigre pas la science, je suis un scientifique. Nous devons faire de la science et je recommande aux gens de faire de la science. Mais à mon avis, c'est l'un des casques les plus triviaux. Il n'a que 4 dimensions. Pourquoi pas 20 milliards? Pourquoi pas 1 quintillion? C'est juste quelque chose d'assez trivial. Donc, il se peut que nous soyons dans l'un des points de vue les moins intéressants sur qui nous sommes. Et il existe des perspectives bien plus intéressantes que nous pouvons adopter sur nous-mêmes. Mais si nous nous battons, si nous avons des égos, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Donc, tu sous-entends presque qu'il y a une seule conscience, qui utilise différents organismes comme véhicules pour se comprendre elle-même et comprendre la réalité. C'est exactement ça. Donc, cela voudrait dire que toi et moi sommes la même conscience. Mais tu es né scientifique en Amérique et moi, je suis né entrepreneur au Botswana avec des perspectives différentes pour comprendre la réalité.
ce qui signifie qu'en fait, nous sommes fondamentalement la même conscience, la même super-intelligence, ou peu importe, simplement manifestés comme des regards différents à différents endroits. C'est ma vision des choses. Je nie pas. En fait, je suis tout à fait pour l'étude de ces corrélations entre l'activité cérébrale et les expériences conscientes. Elles existent, elles sont indéniables, et elles n'impliquent en rien, même de loin, que le cerveau cause nos expériences conscientes. Donc je suis... Pas le cerveau. Je suis la chose qui simule la présence d'un cerveau. C'est ça, c'est ça. Et donc, dans ta simulation est tellement réussie qu'elle simule aussi comment toute cette réalité qui transcende l'espace-temps est canalisée dans ce minuscule casque d'espace-temps. Et c'est ce qu'on appelle le cerveau. Donc, bien sûr, il va y avoir ces corrélations entre l'activité cérébrale et ce que nous voyons. Mais la corrélation va dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que le cerveau crée vos expériences conscientes. C'est parce que la conscience a créé le cerveau comme une icône pour décrire comment elle crée ce casque. Penses-tu beaucoup à la théorie de la simulation? J'ai eu beaucoup de dîners récemment et des conversations au dîner sur la théorie de la simulation, c'est toujours très intéressant. Qu'en penses-tu? Pour mes auditeurs qui ne comprendraient pas ce concept, pourrais-tu l'expliquer? Oui. Donc, la version classique, Nick Bostrom par exemple, est une figure très importante dans la théorie de la simulation. Et dans ce genre de théorie de la simulation, l'idée, c'est que le monde que tu vois en ce moment, précisément à cet instant, n'est pas le vrai monde réel et authentique. Ceci n'est en réalité qu'une simple simulation. Et il y a un programmeur, disons, avec un ordinateur très performant, qui a programmé ce monde virtuel. Et donc, nous ne sommes que des personnages dans un monde simulé par un programmeur. Ce programmeur et son ordinateur portable qui font tout cela ne sont pas non plus ultimes, car ils sont eux-mêmes une simulation créée par un programmeur d'un niveau plus profond et son ordinateur portable. Il pourrait y avoir un très grand emboîtement de tous ces mondes simulés et de personnes avec leurs ordinateurs. Et cela correspond plutôt bien à ce que je dis, jusqu'à un certain point. Je dis que ce n'est pas la réalité, juste un casque de réalité virtuelle. Alors, Mais pensez-vous qu'il s'agit d'une simulation? il ne s'agit donc pas d'une simulation au sens de Bostrom. Au sens de Bostrom, il s'agit d'une simulation en ce sens qu'il s'agit d'un substrat physique qui donne naissance à tout ce monde d'expériences conscientes que je vis, Et que je nie. comme un programmeur de jeux vidéo assis devant son ordinateur en train de le créer. Et d'une certaine manière, le système physique lui-même a donné naissance à la magie des expériences conscientes que j'ai du rouge, du vert, de l'amour, et ainsi de suite. Ces expériences conscientes, donc pour la théorie de la simulation, c'est là que réside mon point de désaccord avec la théorie de la simulation. Elle est très similaire à ma théorie sur tous les autres aspects, mais c'est un point de désaccord assez sérieux. Pour que leur théorie fonctionne, ils doivent montrer scientifiquement comment une expérience consciente émerge d'un programme spécifique. Tant que vous n'avez pas fait cela, il n'y a rien de concret, n'est-ce pas, par exemple? Donc, de mon point de vue, leur théorie ne tient pas pour l'instant car ils ne peuvent pas dire qu'une expérience correspond à un programme, par exemple. Ce programme doit être le goût de la menthe. Ils ne peuvent pas faire cela. Tant qu'ils ne le peuvent pas, ils n'ont pas accès à tout ce monde d'expériences dans lequel je vis. Rien, donc il n'y a rien de concret. Tout ce qu'ils ont à faire pour me donner quelque chose de concret, c'est de dire, comme dans la théorie de l'information intégrée, voici la matrice pour la menthe. Voici la matrice. Bien sûr, ensuite on demandera pourquoi? Pourquoi cette matrice, cette structure causale, correspond-elle au goût de la menthe? Quelle est votre théorie scientifique pour expliquer pourquoi c'est le cas? Et ce que vous verrez, c'est que il faudra du temps au domaine pour s'en rendre compte, mais ces approches sont creuses, rien de concret. Je pense que la meilleure description que je puisse donner, c'est qu'il existe une seule conscience infinie et transcendante, et que toi et moi ne sommes que des avatars, comme un moustique ou une bactérie, tous également importants. Ce sont différentes perspectives, simplement des casques différents. Il y a le casque anti-moustique, le casque audio scarabée bijou, tous ces casques d'écoute différents, et je porte le casque Hoffman. Il se trouve que je fais de la science. Je ne suis pas doué en art. Je ne suis pas doué en musique, etc. J'ai mes talents et mes faiblesses spécifiques inscrits dans mon casque. Je suis donc ici pour découvrir le point de vue de Don Hoffman sur les choses. Pourquoi? Parce que c'est peut-être la seule façon pour l'infini de se connaître lui-même, à travers un nombre infini de perspectives. Il transcende toute perspective particulière.
Alors pourquoi ne pas se perdre dans la perspective de Hoffman, celle du scarabée bijou et toutes ces différentes perspectives? Et c'est la seule façon de se connaître soi-même. Mais c'est toujours la conscience unique qui se connaît elle-même à travers une infinité de variétés, d'expériences, de casques. Et est-ce que quelqu'un ou quelque chose a créé cette conscience? Maintenant, je dépasse mes limites. Je dois donc dire que vous posez une question sur une entité qui transcende toute description, à savoir qui vous êtes vraiment et qui je suis vraiment. Et je pense que vous pouvez connaître la réponse à votre question d'une seule manière, c'est en abandonnant tous les concepts et en étant simplement avec votre être. Vous êtes cela. Vous êtes cela. Vous n'avez rien à atteindre. Vous n'avez rien à accomplir. Vous êtes cela en ce moment même. Il n'y a donc aucun effort à faire. Il n'est pas nécessaire de devenir meilleur en quoi que ce soit. Il s'agit simplement de reconnaître ce que vous êtes déjà. Vous vous êtes laissé croire à l'illusion que vous n'êtes que ce petit gars qui doit faire ces choses, être professeur ou quoi que ce soit d'autre. J'ai moi-même été sous cette illusion. Et j'ai pu me voir à travers ce prisme, puis j'ai commencé à m'éveiller et à voir que je transcende complètement tout cela. C'était une perspective intéressante. Je suis content de l'avoir prise au sérieux. Je vais enlever ce casque. Nous allons à la mort, mais je vais bientôt enlever ce casque parce que ce n'est pas ce que je suis. Je transcende cela. Donc la réponse, c'est que tu peux le savoir, mais tu le sais quand tu lâches tous les concepts et que tu n'essaies pas. Si tu essayes d'y arriver, alors tu ne vois pas ce que tu es déjà. C'est la meilleure réponse que je puisse donner à ce stade, car cela transcende la science. Donc, Et c'est en partie parce que je suis fragile. Mon corps n'est pas très fort. J'ai des limites. Je ne peux pas trop solliciter mon corps. Voilà ce que j'ai appris. Je travaille dans mes limites et je ne les dépasse pas. Mais je pratique la méditation. ai-je bien compris que vous méditez maintenant environ 3 à 4 heures par jour? Probablement, oui. Quelles idées ou compréhensions ont émergé de cela que je pourrais être capable de comprendre? Toute créativité qui a pu émerger dans mon travail scientifique, dans la mesure où il y a de la créativité, elle vient du silence. Bien sûr, j'ai dû faire mes devoirs, étudier, et ainsi de suite. Mais les idées nouvelles viennent du silence. Personnellement, une chose que j'ai remarquée, c'est à quel point je m'identifie à mon avatar. Je pense que je suis ce corps. Je suis vraiment attaché à ce corps. Et c'est ce que je dis au niveau émotionnel. Il y a une partie émotionnelle de moi qui n'y croit pas du tout. Émotionnellement, si tu me mets un pistolet sur la tempe, j'ai une peur bleue. Intellectuellement, je te dirais que ce n'est qu'un avatar. Je suis l'infini qui transcende. Donc quand je meurs, et je le crois. À quel point est-ce que je le crois profondément? Mets-moi un pistolet sur la tempe et tu verras. Je me ferai dessus. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant pour moi de regarder ça et de voir tous les décalages, toutes les choses qui sont disjointes ou séparées dans ma vision du monde. Eh bien, ça a du sens, non, selon ta théorie que nos sens ont évolué pour survivre. Car si quelqu'un n'aime pas ta façon de penser, tes théories, te rejette ou fait du mal à ton corps, cela va contre ta survie. Donc, théoriquement, si nous sommes dans le monde que tu as décrit, dans la réalité que tu as décrite, qui est en gros conçue pour la survie, alors tu aurais développé des sens qui te poussent à changer de comportement. S'il y a un risque que quelqu'un ne t'aime pas, C'est exact. Il y a des pressions sociales. Si tu ne t'y conformes pas, tu reçois un retour négatif, parfois jusqu'à la mort. Si je vais dans un supermarché et que je ne paie pas, que je pars simplement avec les articles, je finis derrière les barreaux. Il y a des règles du jeu, il y a des règles du casque. Je transcende le casque, mais je choisis de me laisser emporter par le jeu. Ou est-ce que je m'identifie à elle? Est-ce que je m'identifie à la réaction de peur ou est-ce que je peux prendre du recul et être l'observateur qui regarde la réaction de peur? Et dans le processus de méditation, ce que j'apprends à faire, c'est ce que je disais à propos de la science. La science est formidable, mais il ne faut croire aucune théorie.
Les théories sont des outils, pas la vérité. Aucune théorie scientifique, y compris les miennes, n'est la vérité. Et il en va de même pour ma théorie sur qui je suis, ce n'est pas la vérité. Donc, pour vraiment lâcher prise de toute théorie, si je peux vraiment me détacher de toute théorie sur qui je suis, alors je me libérerai de toute peur. Donc, au final, tout se résume à cela, ce qui est vraiment assez intéressant. Nous allons tous mourir. C'est incontestable. Donc, tout attachement que j'ai à ce monde, à cette existence, cessera complètement. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet, vraiment. La question est, puis-je me détacher de ces attachements maintenant? Ne partiront-ils qu'une fois arrachés à mes mains froides et mortes? Quand vais-je lâcher prise de tous ces attachements? Dans la mesure où, et je ne suis pas un expert, mais dans la mesure où je peux lâcher prise, je constate qu'il y a plus de paix. Il y a plus de paix à ne pas être attaché aux choses. Donc je le constate, mais je n'y suis pas encore. C'est donc une perspective très humaine sur les choses, une perspective très faillible. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, en quelque sorte, je prétends être l'infini et je suis véritablement l'infini ayant pris cette forme corporelle. Et d'une certaine manière, je m'éveille progressivement à qui je suis vraiment, mais je ne suis encore qu'à moitié éveillé. Pourquoi souffrons-nous dans une telle réalité, dans ce monde qui nous entoure? Pourquoi une telle puissance transcendante, une force supérieure, créerait-elle des organismes vivants ou des perspectives conscientes qui finissent par souffrir, qui se retrouvent parfois dans les pires situations imaginables, comme le camp de concentration, la maladie, la typhoïde, la famine et tant d'autres épreuves terribles? Pourquoi une telle puissance ou conscience transcendante ferait-elle une telle chose, agirait-elle de cette manière? Je vais essayer de ne pas être superficiel à ce sujet, mais parce que la douleur est la douleur, et la mort est la mort, et certaines morts semblent horribles. C'est une question profonde. J'ai toujours l'impression de risquer d'être banal ou superficiel parce que c'est... Quiconque a déjà connu une vraie douleur sait qu'on ne peut tout simplement pas. On ne peut pas prendre ces choses à la légère. Quand on est dans cette douleur, quand on est sans peur, je pense qu'en fin de compte, cela peut ressembler aux blessures que l'on reçoit dans un jeu vidéo. On reçoit les blessures, son avatar meurt et on est contrarié sur le moment parce qu'on est en train de perdre la partie, etc. Mais ensuite, le jeu se termine et tout va bien, en général, parfois même très bien. Au final, tout va bien, vraiment. Mais cette expérience, je vais le dire ainsi, je n'ai pas envie de la vivre, car elle me semble trop difficile et bouleversante à affronter personnellement. Il est Est-ce frappant. qu'il y a une inquiétude que croire à ces choses puisse rendre fou? Il m'arrive de penser que réfléchir profondément à qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes arrivés ici, parfois ça me fait, je ne sais pas, comme si je perdais un peu mes repères et que je vacille. Comme lorsque j'ai eu ces conversations sur la théorie de la simulation et le fait que tout cela soit un grand jeu vidéo, je me dis, eh bien, ça ébranle un peu tout ce que tu sais. Et ces histoires sur lesquelles nous avons construit nos vies nous apportent, elles nous ancrent et elles nous orientent et donnent un sens à notre vie. Donc, si ce n'est pas vrai, alors je perds le sens de ma vie et je m'inquiète de risquer de devenir fou. Eh bien, je comprends tout à fait cela. Et c'est aussi ce qui se passe dans le processus de méditation. Cela m'amène aussi à devoir affronter toutes sortes de choses émotionnelles. Ma croyance profonde que je ne suis que mon avatar et lâcher prise de cela, c'est comme une mort. Et c'est très, très douloureux. Pour moi, le processus de méditation n'est pas que de l'amour, de la joie et de la paix. Une grande partie, ce sont des émotions profondes, très intenses, alors que je me détache de ce que je pensais être moi-même. Et c'est une sorte de mort d'une illusion, mais pour moi, cela ressemble à une véritable mort. Mais maintenant, voici le côté positif. Voici l'aspect favorable. Je propose que la science dispose des outils nécessaires si l'on suppose que la conscience est fondamentale. Pour sortir complètement de l'espace-temps, faire des mathématiques sérieuses et montrer comment l'espace-temps est construit comme un casque de réalité virtuelle. Et cela signifie que nous ouvrons un tout nouveau domaine de nouvelles technologies avancées qui rendront tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent en science et en technologie dérisoire en comparaison. Et voici la raison.
un magicien dans Grand Theft Auto. Et vous savez comment utiliser tous les outils dans Grand Theft Auto. C'est fantastique, c'est vraiment bien. Vous pouvez conduire votre voiture de A à B plus vite que quiconque. Mais si vous êtes l'ingénieur logiciel qui sait comment Grand Theft Auto a été conçu, parce que c'est vous qui avez écrit le code, vous le savez. Vous pouvez accomplir des miracles. Vous pouvez prendre la voiture du magicien et lui retirer l'air de ses pneus, comme ça, vider l'essence du réservoir. Vous pouvez prendre sa voiture et la déplacer de A à B instantanément, sans passer par Grand Theft Auto. Vous pouvez la déplacer là-bas instantanément parce que vous avez accès au code à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est que c'est réel. J'ai commencé maintenant à vraiment y croire. Quand j'ai pu obtenir l'espace-temps d'Einstein, à partir de cela, j'ai obtenu la lumière et je pense que j'ai maintenant un électron. Je pense que nous sommes en train de rétro-concevoir le casque. Et les technologies qui vont émerger de cela feront paraître tout le reste comme des pétards. Parce que nous atteignons maintenant une couche plus profonde, en dehors du casque. Nous ne sommes pas des magiciens à l'intérieur du casque. Nous sommes les ingénieurs logiciels qui fabriquent le casque. Et maintenant, c'est la conscience qui crée ce casque particulier, et c'est la conscience qui utilise le casque dans les rêves pour créer les réalités que nous voyons dans les rêves. Et c'est la conscience, hors de l'espace-temps, qui crée aussi ce que nous appelons la réalité réelle quand nous ne rêvons pas. Si vous construisez le casque d'une certaine façon, vous pouvez faire que le mécanisme de fabrication des rêves, par exemple, interfère avec ce que vous appelleriez le mécanisme de l'éveil. Je ne dis pas que la schizophrénie est un rêve, mais je donne exemple de ce qui pourrait exister sans poser de diagnostic sur cette personne. Je suis sur le point de quitter cette chaise, tout comme vous, et je vais retourner à ma vie où je construis des entreprises. J'ai une petite amie, j'ai une équipe, j'ai des projets pour l'avenir, j'ai toutes ces choses. Mes auditeurs, eux, sont assis. Ils sont dans un taxi, un avion, un train, en train de marcher à la salle de sport où ils sont. Et j'imagine qu'ils attendent aussi une conclusion ici, un point final sur ce que tout cela signifie pour moi dans ma vie. Et les choses que j'avais prévues et comment je devrais me présenter, traiter les gens et agir. Peux-tu me donner le point final, la conclusion essentielle, que tout cela t'apprend, à toi personnellement et à nous tous, sur la façon dont nous devrions vivre nos vies à l'avenir, si tout ce que tu as dit sur la nature de la réalité est exact? Oui. En résumé, je dirais, l'essentiel, concrètement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même, parce que ton prochain, c'est toi-même. Et deuxièmement, la réalité est bien plus intéressante et passionnante que tu ne pourrais vraiment jamais l'imaginer. Alors ne pense jamais que tu sais tout. Reconnais qu'au moment où tu crois tout savoir, c'est justement le moment où tu passes à côté de la réalité stupéfiante dont tu fais partie. Alors garde toujours une curiosité d'enfant. Reconnais toujours qu'il y a infiniment plus à découvrir que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent et que cet infini, c'est toi. Je pense qu'une grande partie, et je vais le rendre personnel, je pense qu'une grande partie de mes problèmes, de mon stress, de ma souffrance, vient du fait que je crois à des illusions. Dans la mesure où je crois que je dois devenir quelque chose, tout simplement. Que je dois être meilleur que je ne le suis, d'une manière ou d'une autre. Que je dois prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est une illusion. Je suis déjà l'infini. Je n'ai rien à prouver. Je crée tout, tout est déjà là. Je n'ai donc nulle part où aller. Je n'ai rien à accomplir. Je n'ai pas besoin de réussir quoi que ce soit pour devenir ce que je dois être. Je le suis déjà. Donc, la souffrance vient du fait que j'oublie qui je suis. Je n'ai pas besoin en fait, non. Je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit, ni d'accomplir quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, tout ce que je dis, c'est moi qui invente tout ça. C'est déjà moi, par exemple. J'ai déjà fait tout cela. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Je suis transcendant. Je transcende complètement cette chose. Et ma souffrance vient du fait de ne pas le reconnaître. Ma souffrance est entièrement d'être piégé dans mon avatar. Ce n'est que mon avatar. Ce n'est pas moi. Donc ma souffrance vient du fait que j'ai créé cet avatar. Je me suis volontairement identifié à l'avatar, sachant que j'allais souffrir à cause de cela et que j'avais besoin de me réveiller. Je souffre parce que je suis identifié à l'avatar, mais je me suis mis dans cette situation parce que je voulais vraiment regarder le monde à travers cet avatar. C'est pour ça que je souffre. Mais finalement, je me réveille, je regarde et je vois l'avatar pour ce qu'il est et je réalise que tout ce que j'essayais de faire pour prouver que j'avais de la valeur,
que j'étais meilleur que toi, ou pas aussi mauvais que tu le penses, ou des choses comme ça. Tout cela, tu sais, toute la douleur et la souffrance, c'était à cause d'une illusion. Mais j'avais besoin de faire ça. J'avais besoin de me regarder sous cet angle pendant un certain temps, en partie pour découvrir qui je suis en découvrant qui je ne suis pas. Je ne suis pas seulement cet avatar. Non, cela veut dire que tu es infini et que ceci n'est qu'un des jeux auxquels tu joues. Et tu es heureux et tu en profites. Et n'essaie pas de tirer ton identité de ce jeu. D'une certaine manière, tu tires ton identité du fait de découvrir que tu n'es pas ce jeu. C'est ainsi que tu apprends qui tu es vraiment en le sachant. Je pensais devoir être, par exemple, le PDG ou le professeur ou peu importe, et obtenir toutes ces distinctions, etc. Et cela m'a motivé pendant un certain temps. Et puis j'ai réalisé que personne n'allait vraiment s'en soucier. Et en fait, tu sais quoi? Je m'en fiche même, en réalité. Ce n'était qu'un jeu auquel je devais jouer, et je ne suis pas cela. Et j'ai appris que je transcende cela. Donc c'est concret. Et c'est concret d'une manière très, tu sais, d'une certaine façon. La vie est pleine de toutes ces irritations, de choses qui tournent mal tout le temps. La leçon de la vie, c'est simplement de dire oui à tout ce qui arrive. C'est juste ce qui arrive. C'est ce qui doit arriver. Et ne pas résister, d'une certaine manière. Je suis l'infini. Je me suis mis dans ce jeu et je suis assez intelligent pour que ce soit un bon jeu. Alors, tu sais, il suffit d'y aller. Mais je pense que des gens plus avancés que moi dans le lâcher-prise de l'identification à soi, moi je suis encore pas mal attaché à mon avatar, n'est-ce pas? C'est pour ça que je souffre. Mais il y a des gens, je pense, des personnes spirituelles, peut-être le Dalai Lama, probablement Jésus. Eckhart Tolle, il y a des personnes comme ça qui, je pense, se sont vraiment désidentifiées de leur avatar. Et je pense qu'elles ne souffrent probablement tout simplement pas. Elles peuvent ressentir une douleur physique, mais elles ne souffrent pas. L'amour devrait-il être inconditionnel? Si tu es moi, si nous sommes la même conscience, la même source transcendante, cela ne veut-il pas dire que je devrais t'aimer vraiment indépendamment de ce que fait ton avatar, parce que nous sommes la même chose? Eh bien, je dirais sans la moindre condition. Oui, absolument.